Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo lecture de l'année. Je me voyais mal terminer 2024 sans une dernière vidéo pour vous parler de mes lectures les plus récentes. Début 2025, je vous ferai mon bilan lecture de l'année, mais je peux déjà vous dire que cette année a été plutôt intéressante. J'ai lu des livres vraiment intéressants, j'ai découvert de nouveaux auteurs et j'ai aussi fait un petit peu baisser ma pile à lire, même s'il reste encore beaucoup de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus parce que je n'ai pas arrêté d'acheter de nouveaux livres pendant l'année, mais ça je vous en reparlerai dans ma vidéo bilan. En attendant, il est temps de revenir sur quelques-unes de mes lectures les plus récentes. Donc le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon. Je vous ai parlé de ce livre il y a plusieurs mois dans ma vidéo sur mon voyage à Paris pour un événement littéraire. C'est un roman de science-fiction qui imagine que les humains se seraient réfugiés à bord d'un immense vaisseau spatial à la suite de la fin du monde. Ce vaisseau spatial traverse l'espace à la recherche de la Terre promise, donc un nouvel endroit où les humains pourraient s'installer et vivre. Dans ce navire, dans les étages inférieurs, vivent les Bas-Pontiens qui sont tous noirs. Ils vivent dans la pauvreté, dans le froid et ils sont obligés de travailler dans les jardins pour pouvoir faire pousser la nourriture que les Hauts-Pontiens consomment. Les Hauts-Pontiens, eux, vivent dans les étages supérieurs du navire. Ils sont tous blancs et contrairement aux Bas-Pontiens, ils vivent dans la richesse et l'opulence. On suit le personnage d'Aster, une jeune fille noire qui vit dans les étages inférieurs tandis qu'elle tente de résoudre le mystère entourant la mort de sa mère qui a disparu 25 ans avant le début de l'histoire. Il y a plusieurs éléments que j'ai vraiment adoré dans ce roman, d'autres éléments que j'ai un peu moins aimés. Alors je vais vous présenter le livre élément par élément pour pouvoir mieux vous expliquer ce que j'en ai pensé. On commence par les personnages. Alors Aster, le personnage principal de l'histoire, c'est une jeune fille très débrouillarde, très intelligente. Très vite, on se rend compte durant notre lecture qu'elle est sans doute autiste. J'ai beaucoup aimé ce personnage que j'ai trouvé hyper attachant. Elle joue un peu le rôle d'une guérisseuse à bord du navire. Elle développe et synthétise différents médicaments et différents remèdes pour les Bas-Pontiens qui ne peuvent pas bénéficier de la même qualité de soins que les Hauts-Pontiens. Donc comme j'ai dit, elle est super débrouillarde, super intelligente. Elle a plusieurs défauts et elle peut parfois se montrer un petit peu égocentrique, mais tous ces défauts servent juste à donner encore plus d'épaisseur au personnage. Comme autre personnage important, il y a aussi Théo. Lui, il est le docteur des Hauts-Pontiens et il prend Aster sous son aile lorsqu'elle est adolescente et lui enseigne tout ce qu'il sait sur la médecine. Ces deux personnages ont un lien très fort qui se développe de manière très intéressante au fur et à mesure du livre. Ils ont des personnalités en fait qui sont très complémentaires. Théo a une manière de s'exprimer qui est très élégante mais aussi très précise, alors que Aster, elle est beaucoup plus brusque et directe. Leur manière différente de communiquer se complète, donc j'ai adoré lire leur dialogue. Et enfin, le troisième personnage important de l'histoire, c'est Gisèle qui est la meilleure amie d'Aster, donc c'est aussi une Bas-Pontienne. Gisèle, c'est un personnage intéressant qui est aussi très profond, mais j'ai eu un petit peu plus de mal à m'attacher à ce personnage. Elle a subi plusieurs traumatismes durant sa courte vie, comme une grande partie des Bas-Pontiens qui subissent sans cesse beaucoup de violence de la part des Hauts-Pontiens. Et ces nombreux traumatismes ont laissé beaucoup de séquelles, donc Gisèle souffre entre autres de psychose qui l'amène à agir de manière parfois irrationnelle. C'est un personnage qui est en fait tragique et je pense qu'il est naturel d'avoir du mal à s'attacher à elle puisque son comportement est souvent irrationnel. Néanmoins, ça reste un personnage qui est très bien écrit avec beaucoup de profondeur aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière dont les personnages sont écrits dans L'incivilité des fantômes. Je pense que c'est le point fort de ce roman. Pour ce qui est du style d'écriture maintenant, je pense que c'est important pour moi d'en parler parce que le style d'écriture est très cru. Donc les souffrances vécues par les Bas-Pontiens, les viols, les coups, les agressions, les abus de toutes sortes dont les personnages sont victimes, sont écrits avec un langage très direct et très dur. Le style est un peu froid aussi par moments, ce qui peut être un petit peu rébarbatif. Et enfin, pour ce qui est de l'histoire elle-même, alors l'enquête que mène Aster pour élucider le mystère qui entoure la disparition de sa mère est super bien menée, super intéressante. C'est un peu le fil conducteur du roman et je dois avouer que c'est ce qui m'a le plus intéressée dans ce livre. Malheureusement, et c'est là vraiment le plus gros point négatif pour moi en ce qui concerne ce livre, c'est que l'intrigue prend beaucoup de détours. J'ai eu le sentiment que le but de L'incivilité, c'était avant tout de parler des souffrances subies par les Bas-Pontiens plutôt que de vraiment raconter une histoire. Et les souffrances des Bas-Pontiens sont décrites de manière à créer un parallèle entre les Bas-Pontiens et les esclaves durant la traite négrière. L'incivilité m'a donc un petit peu perdue à ce niveau. Je n'ai pas été impressionnée par le parallèle avec l'esclavage.
Un parallèle qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de sens dans l'univers qui nous est présenté parce que là on est dans le futur, les personnages vivent dans un vaisseau spatial mais les noirs sont encore une fois esclaves des blancs. J'aurais aimé avoir plus d'explications sur comment ce système oppressif s'est remis en place. J'aurais aimé avoir plus d'informations sur les premières années du vaisseau spatial, donc j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a mené les personnages à recréer cette organisation sociale, mais malheureusement on n'a jamais aucune explication sur ça. En conclusion, un roman de science-fiction violent mais très bien écrit, un roman qui vaut le détour si une énième histoire sur les souffrances des noirs ne vous rebute pas trop. Sinon je vous recommande de lire un autre livre de Rivers Solomon pour découvrir cette auteurice. Livre suivant, Foodistan de Katie Stewart. C'est un livre court sur lequel je n'ai pas énormément de choses à dire, donc je vais aller très vite. Alors Foodistan, c'est un ensemble de textes plus qu'une novella publiée dans la nouvelle collection des éditions Argile qui s'appelle Récif. Cet ensemble de textes se déroule à Foodistan, une version futuriste de la France qui, des suites de ce qui est appelé la fin du monde, fin F-A-I-M, a mis au point un nouvel ordre social entièrement structuré autour des régimes alimentaires des membres de la société. On suit Maëlle, une serrurière qui rencontre divers personnages et qui nous donne un aperçu de sa société, de son fonctionnement et de ses mœurs. On découvre ainsi que toute la société de Foodistan tourne vraiment autour de la nourriture. Pour vous donner une idée, les plus riches sont appelés le gratin, la classe moyenne est appelée la macédoine. Quand on a une amie, on ne dit pas qu'on a une amie, on dit qu'on a une mie. On ne dit pas famille, on dit vanille. On ne dit pas société, on dit la satiété. Donc comme vous pouvez le voir, Foodistan est un livre bourré de jeux de mots, bourré de petits traits d'humour qui m'ont parfois fait sourire. Le livre contient entre les différents chapitres écrits du point de vue de Maëlle, plusieurs petits textes, parfois des recettes de cuisine qui m'ont donné faim. Vraiment, quand j'ai terminé ce livre, et je l'ai terminé vers minuit, 1h du matin, j'avais hyper faim. Je dirais que mon texte préféré dans Foodistan, c'est le passage détourné de la Bible qui explique qu'est-ce que les croyants devraient et ne devraient pas manger parce que certaines nourritures sont pures alors que d'autres sont impures. Quand j'ai commencé à lire ce texte, je pensais que c'était un vrai extrait de la Bible avant de me dire que non, c'était trop absurde pour l'être et ça m'a fait beaucoup rire. Mais sinon l'univers est intriguant, plutôt loufoque et cet univers permet aussi de réfléchir en fait aux dynamiques sociales de notre propre société à travers les yeux des habitants de Foodistan. Les habitants de Foodistan ne comprennent pas pourquoi avant on jugeait les gens en fonction de leur apparence, de leur sexualité. Ils trouvent que c'est beaucoup plus logique de juger les gens en fonction de leur régime alimentaire. Donc bref, un livre court, rapide à lire et vraiment fun. Je dois avouer quand même, sans mauvais jeu de mots, que ce livre m'a laissé un petit peu sur ma faim parce que malheureusement il n'y a pas vraiment d'histoire. Et ça c'est un peu dommage. Parlons maintenant d'un livre qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour lire, un livre dont j'ai beaucoup procrastiné la lecture, mais que j'ai enfin terminé. Gideon, tu m'as demandé mon opinion sur ce livre il y a maintenant plus de 3 mois. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps à le lire. Et ce livre, c'est 100 ans de solitude. Alors, grand classique de la littérature sud-américaine, 100 ans de solitude est un roman fleuve écrit par l'écrivain colombien Gabriel García Márquez et publié pour la première fois en 1967. Lorsqu'il est question de réalisme magique, ce livre est souvent le premier que l'on va citer. Il est effectivement considéré comme l'une des meilleures représentations du réalisme magique sud-américain. Pour vous donner une définition rapide de ce genre littéraire, le réalisme magique se rapproche beaucoup du fantastique à quelques différences près. Dans les histoires fantastiques, les faits surnaturels ont une certaine logique et sont généralement considérés comme étant surnaturels et fantastiques dans l'histoire elle-même. Alors que dans le réalisme magique, généralement les faits surnaturels et fantastiques s'intègrent dans le quotidien des personnages, ne sont jamais désignés comme étant étranges. Si dans le fantastique, la magie fait souvent partie de l'intrigue dans le sens que c'est un élément important de l'histoire, dans le réalisme magique, souvent la magie ne sert qu'à exprimer des messages sous-jacents ou à créer une ambiance particulière. Donc la magie n'est pas vraiment un élément important de l'intrigue. Donc 100 ans de solitude, c'est effectivement un roman de réalisme magique dans lequel de nombreux événements fantastiques et surnaturels sans queue ni tête prennent place dans le quotidien des personnages sans que ces derniers ne semblent jamais particulièrement perturbés par ces événements. Ce roman se concentre sur une famille, les Buendia, qui vivent dans la ville fictive de Macondo, située dans un pays qui n'est jamais nommé mais qui est sans doute la Colombie. José Arcadio Buendia, le patriarche de la famille, ainsi que sa femme Ursula
Ursula fondent Macondo où ils élèveront leurs enfants qui eux-mêmes élèveront leurs enfants et ainsi de suite. La particularité de la famille Buendia, c'est que les membres de cette famille héritent toujours des prénoms de leurs aïeux et de leurs ancêtres, de telle sorte qu'il n'existe vraiment que 4 prénoms dans cette famille. José, Arcadio ou Aureliano pour les hommes, Remedios ou Ursula pour les femmes. Le roman retrace l'évolution du village de Macondo de sa fondation à sa ruine 100 ans plus tard. Pendant ces 100 ans, Macondo traverse une succession d'événements, plusieurs guerres et un massacre qui rappelle le massacre des Banananrey. Du coup, en racontant l'histoire de Macondo, 100 ans de solitude retrace aussi l'histoire de la Colombie par des références parfois subtiles, parfois évidentes, d'une écriture toujours superbe et étayée d'une savoureuse pointe d'humour. Ce livre est intéressant, je suis contente de l'avoir lu. C'est un livre qui figure souvent sur les listes voici les livres que vous devez absolument lire dans votre vie. Du coup, je suis contente d'avoir lu ce livre qu'il fallait absolument que je lise dans ma vie. Mais je vais être claire, ce fut une lecture extrêmement pénible et fastidieuse. La famille Buendia tourne en boucle pendant plusieurs décennies, les enfants refaisant continuellement les mêmes erreurs que leurs parents, retombant toujours dans les mêmes travers, tous adoptant toujours les mêmes prénoms que les personnes qui les ont précédés. C'est tellement difficile à suivre parce qu'on a plusieurs personnages qui s'appellent José, Arcadio, plusieurs personnages qui s'appellent Aureliano. J'ai dû faire un arbre généalogique à la main et prendre des notes durant ma lecture pour garder une trace en fait de tous les personnages et ça m'a été hyper utile. Je pense que c'est quasiment impossible de comprendre ce livre si on n'a pas un arbre généalogique sous le coude. Je sais que dans plusieurs éditions de ce livre, il y a un arbre généalogique au début du livre. Dans mon édition, il n'y en avait pas, donc j'ai dû le faire moi-même. Maintenant, le style d'écriture a beau être beau, la narration reste très froide et se contente de lister les différents événements sans s'attarder sur aucun d'entre eux. C'est quasiment impossible de s'attacher aux personnages, de vraiment se soucier de ce qui leur arrive. Tout semble sans intérêt. Maintenant, en ce qui concerne le réalisme magique dans cette histoire, c'est du réalisme magique, dans le sens qu'il ne faut pas s'attendre à une certaine structure ni à une certaine logique. Donc là, le réalisme magique, les personnages qui ont tous le même nom, le fait que le roman joue beaucoup sur la temporalité, donc souvent le livre va nous annoncer des pages à l'avance quelque chose qui va se passer dans le futur, tout ça sert à créer une ambiance plutôt onirique. Il est clair que la structure de 100 ans de solitude a été très réfléchie. Il n'empêche que j'ai trouvé cette lecture extrêmement ennuyeuse et je pense vraiment que cette histoire aurait été tout aussi efficace si le livre avait été 3 fois moins long. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, Les Seigneurs de Bohème. Les Seigneurs de Bohème, c'est un roman de fantasy adulte écrit par Estelle Faye et publié en 2017. Il s'agit du premier tome d'une duologie qui s'appelle tout simplement Bohème et qui relate les aventures d'une large palette de personnages au sein de l'Empire de Bohème, un empire qui est sur le point de s'effondrer des suites d'une révolte. J'ai dévoré les 700 et quelques pages de ce livre en moins de 3 jours, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Dans ce livre, on suit Saint-Étoile, un homme mystérieux qui aurait un monstre dans la tête. Donc ce monstre s'appelle Mordre et ce serait un mage qu'on a emprisonné dans son front et pendant tout le roman il parle souvent avec ce monstre qui se trouve coincé dans sa tête. Saint-Étoile a un passé plutôt nébuleux qui nous est seulement révélé par bribes durant l'histoire, donc on sait qu'à un moment donné il a créé une secte, que ça s'est très mal terminé. On sait aussi qu'il est recherché et haï par la plupart des gens dans l'Empire de Bohème. Au début du livre, Saint-Étoile est à la recherche d'un jeune homme qui a disparu dans des circonstances mystérieuses, mais durant ses recherches, il croise la route de Sorens, un mercenaire de renom à la tête d'une immense armée cherchant à renverser l'Empire de Bohème. On suit aussi Maëve, une sorcière capable de contrôler le sel. Alors Maëve, elle vient d'une région côtière de Bohème qui est constamment menacée par des mystérieux vaisseaux, donc des mystérieux navires qui se trouvent au large de l'Empire. L'impératrice de Bohème repousse constamment les vaisseaux noirs à l'aide de ses pouvoirs, mais jamais assez fort pour les faire vraiment partir. Donc Maëve se lance dans un long voyage jusqu'à la capitale de l'Empire afin de rencontrer l'impératrice et lui demander de mieux faire son travail. Et enfin, on accompagne aussi Wens, qui est un jeune clerc condamné à travailler dans les mines de Bohème. Alors j'ai beaucoup aimé les personnages de ce roman, surtout en fait les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Il y a beaucoup de sous-intrigues romantiques dans ce livre, chose à laquelle je ne m'attendais pas.
Mais j'ai aimé la plupart de ces sous-intrigues romantiques. J'ai beaucoup aimé la relation entre Sorens et Sainte-Étoile, la fascination de Sainte-Étoile pour Sorens qui est tout d'abord assez malsaine au début du livre, et j'ai aussi beaucoup aimé la relation entre Maeve la sorcière et une jeune fille qui s'appelle Sigali qu'elle rencontre durant ses aventures. Leur histoire d'amour est juste tellement, comment dire, bien écrite, et puis elles ont une relation très complémentaire en fait. Passons maintenant à l'univers. Le world building est très riche. On est dans un monde d'inspiration slave à cheval entre une époque moyenâgeuse et une époque dite moderne. Donc on est dans un style un peu moyenâgeux, sauf qu'il y a des armes à feu, il y a de la poudre à canon, etc. On est aussi en plein dans un système magique doux pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. La magie dans cet univers ne suit pas des règles précises, on ne sait jamais vraiment comment elle fonctionne. Et il a bien ajouté une touche de merveilleux à un univers déjà foisonnant de créatures fantastiques, de plantes fabuleuses et de mythes intrigants. Maintenant pour ce qui en est de l'intrigue, alors c'est un roman qui est supposé parler d'une révolte et du renversement d'un empire, mais au final on a assez peu d'informations sur le pourquoi de cette révolte et sur les motivations des personnages qui décident d'instiguer cette révolte. Et j'ai trouvé aussi que le livre ne parlait pas assez de la révolte. J'ai trouvé qu'il manquait un certain équilibre entre les sous-intrigues romantiques et l'intrigue principale. Le livre passe beaucoup de temps à développer la romance et pas assez de temps selon moi à développer la révolte. Et ça, je dirais que c'est vraiment l'un des seuls aspects de ce roman que j'ai pas trop aimé. À certains moments, je me suis vraiment demandé quand est-ce que l'histoire allait avancer. Je pense que les gens qui n'aiment pas trop la romance dans leur fantasy vont vraiment haïr ce livre, mais si vous, ça ne vous dérange pas, si au contraire vous aimez quand il y a beaucoup de romance en fait dans vos romans de fantasy, et ben n'hésitez pas à lire ce livre, je pense qu'il vous plaira, surtout si vous êtes fan de fantasy épique. Nous voilà maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires s'il y a un livre parmi ceux dont je vous ai parlé qui vous intéresse, que vous avez envie de lire. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y en a un que vous avez déjà lu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Par exemple, si vous avez déjà lu 100 ans de solitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la fameuse vidéo FAQ que j'ai promis que j'allais vous partager. Donc à très vite, portez-vous bien tout le monde, bye.